Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Après le récit de son calvaire, Natacha Kampusch impressionne par sa maîtrise d'elle-même, mais il reste des zones d'ombre sur les conditions de sa captivité. La jeune fille va rester quelque temps encore à l'hôpital sous surveillance des psychiatres. Les Français toujours plus disciplinés au volant. Pour la première fois cet été, il y a eu moins de 1000 morts sur les routes. La baisse est de 11% encore au mois d'août. À Arcachon, la préfecture prolonge l'interdiction de consommer des huîtres. Les derniers tests effectués sont défavorables. On attend toujours les résultats de l'autopsie après les 2 morts suspectes. En Grande-Bretagne, Tony Blair va partir. Déstabilisé par une fronde dans son propre parti et par de mauvais sondages, il annonce qu'il quittera le pouvoir d'ici à 1 an. En France, bataille de procédure et suspension de séance. Le débat sur la privatisation de Gaz de France a commencé dans un climat électrique à l'Assemblée. L'examen du texte lui-même n'a pu encore débuter. Enfin, mention très bien pour la France face à l'Italie, 3-1. Il y avait le score et la manière. Invité de ce journal, Lilian Thuram. Il sera en duplex de Barcelone et on reviendra aussi sur la querelle autour des sans-papiers. Maturité, dignité, force de caractère, ce sont les commentaires qui reviennent le plus souvent après le récit de Natacha Kampusch hier soir. La jeune fille a fait forte impression à la télévision autrichienne, même si plusieurs aspects de sa détention ont été laissés de côté. Dans un instant, on va entendre les réactions de ses parents, de ses psychiatres, mais d'abord l'essentiel de ses déclarations à Maury Guibert. La voix semble posée, le visage serein. Mais les ongles rongés trahissent sa détresse. C'est sous l'œil de son psychiatre que Natacha Kampusch s'est remémoré de terribles souvenirs et d'abord ce jour de mars 98, celui de son enlèvement. Je l'ai vu au loin près de sa voiture et je me suis dit que je devais aller de l'autre côté de la rue. Je ne sais pas pourquoi. Un mauvais pressentiment peut-être. Je sais pas, c'était désagréable. Il m'a saisi. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. J'étais désespérée et très en colère. Je m'en voulais beaucoup de ne pas avoir changé de trottoir, de ne pas être allée à l'école avec ma mère. C'était horrible. Elle passera près de la moitié de sa vie captive dans cette cave de 6 mètres carrés. J'étais claustrophobe dans cette petite pièce. Je jetais des bouteilles d'eau contre les murs. Je tapais dessus avec mes poings. Je sais pas, peut-être que quelqu'un pouvait m'entendre. Je sais pas. C'était oppressant. Et si à un moment il ne m'avait pas fait monter dans la maison pour que j'ai plus d'espace, je crois que je serais devenue folle. Le ravisseur accepte, la fait même sortir de la maison. Natacha croise alors d'autres personnes qui pourraient la sauver. Je me souviens des vendeuses au magasin de bricolage. Elles me demandaient « Puis-je vous aider ?» Et là, j'étais complètement intimidée, en panique, le cœur battant, la circulation coupée, incapable de bouger. J'ai juste essayé de sourire, comme sur les photos, pour que les gens se rappellent d'une image. La fuite est une obsession, contrariée par l'emprise du ravisseur Wolfgang Priklopil. Ces derniers mois, je me suis dit que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je lui ai dit que j'allais certainement essayer de m'échapper. Et puis je me disais, peut-être pas maintenant. Et là, je me faisais du souci pour sa mère. Vous savez, il était du genre serviable, gentil, sympathique. Je ne voulais pas que sa mère sache quel était son autre visage. Je savais que ma fuite serait aussi sa condamnation à mort, parce qu'il me menaçait tout le temps de se suicider. Désormais, Natacha Kampusch veut se tourner vers l'avenir. Une croisière avec sa famille, passer le bac, d'autres projets encore, la vie ordinaire d'une jeune fille de 18 ans.
Alors ce matin, la presse autrichienne rend hommage à la sérénité de la jeune fille, même si elle s'étonne également qu'elle ait pu sortir plusieurs fois sans réussir à donner l'alerte. Son père, sa mère et les psychiatres qui la suivent se sont également exprimés. Réaction rassemblée par Sophie Rodier. Depuis son évasion, elle est l'objet de toutes les attentions des psychiatres. Natacha ne parle qu'à eux et à sa mère. Elle a des contacts avec sa mère. Natacha lui rend visite quand elle en ressent le besoin. Elle peut passer du temps dans une pièce, seule avec elle, sans être observée. Et si Natacha le veut, elle peut aussi aller dehors, accompagnée. Natacha est apparue souriante. Physiquement, elle a l'air en bonne santé. Mais ce qui a particulièrement impressionné sa mère, c'est la force de caractère qu'elle dégage. Elle a fait un pacte avec elle-même. Cela me touche énormément. Elle se montre forte et dit « Je ferai ce qu'il faudra pour être libre de nouveau ». La famille Campouche est désunie depuis longtemps. Le père, interrogé cet après-midi, prétend qu'on l'empêche de voir sa fille. Mais face aux médias, il préfère dire la fierté qu'elle lui inspire et ses quelques craintes pour l'avenir. J'aurais préféré qu'on lui accorde encore un peu de temps, parce qu'il m'a semblé que cette intervention lui a trop coûté. Elle a eu raison de montrer son visage. Je la connais, elle ne doit pas le cacher. Elle suit son propre chemin, elle a toujours été ouverte. Natacha est sortie épuisée de l'interview. Elle demande maintenant à ce qu'on la laisse en paix. Elle a besoin de trouver l'équilibre émotionnel entre l'euphorie et les moments de déprime. C'est dans cette phase qu'elle est en ce moment. Et c'est cette phase qu'elle est en train d'explorer jusqu'au bout. Elle se conduit tantôt comme une adulte, tantôt comme une enfant. Natacha Campouche est toujours hospitalisée à sa propre demande. Encore un chiffre encourageant pour la sécurité routière. L'été est traditionnellement une période sinistrée avec les chassés-croisés. Eh bien, pour la première fois, la France est passée sous la barre des 1000 morts. Le nombre de tués est en baisse de 11% pour le mois d'août. François-Julien Piednoir, Bernie Mériot. La sécurité routière a changé de vitesse cet été. Le nombre de morts a rétrogradé de 11% au mois d'août et de 18% sur tout l'été. Des bons chiffres malgré un week-end du 15 août plus meurtrier que les précédents, 67 morts en 5 jours. C'est donc la première fois qu'en été, l'on passe sous la barre des 1000 tués. Pourquoi la baisse de ces chiffres? Parce qu'il y a un meilleur respect de la limitation de vitesse, du port obligatoire de la ceinture de sécurité, de la non-consommation d'alcool. Mais comment aller encore plus loin? Une association révèle que 8 millions d'automobilistes présentent un déficit visuel au volant, cause de nombreux accidents. Faisons un test. Cette jeune femme est équipée de drôles de lunettes, simulant une vue à seulement 5/10. C'est le seuil encore autorisé par le code de la route. Et pourtant... Là, j'ai limite la nausée en fait, tellement je vois tout flou, je vois pas dans mon rétro, je vois à peine l'espèce de tache blanche qui se profile. Là, je devine vaguement que c'est un camion que je vais doubler et que je vais m'en prendre un. Voilà. Un grand nombre de conducteurs se retrouvent dans ce contexte en étant persuadés de voir normalement la route. La notion de bien voir n'est pas forcément une notion bien comprise par les gens. Et comme il n'y a pas d'incitation ou de contrôle obligatoire, eh bien les gens se satisfont de la vision qu'ils ont. L'association préconise donc un contrôle obligatoire de la vue tous les 2 ans. Au ministère des Transports, la question reste encore un peu floue. Les questions sont toujours sans réponse à Arcachon. Les ostréiculteurs désemparés attendent avec impatience, bien sûr, le résultat des autopsies des 2 personnes décédées qui avaient mangé des huîtres. Rappelons que pour l'instant, aucun lien n'est établi. En attendant, la préfecture a prolongé l'interdiction de la consommation car de nouveaux tests ont été effectués et ils sont défavorables. Sur place à Arcachon, Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Transportés aux urgences par les pompiers, les 2 vacanciers étaient victimes de malaise. Ils sont décédés très rapidement. Une femme de 77 ans diabétique, un homme de 61 ans cardiaque et souffrant de troubles digestifs. Une certitude, ces touristes qui ne se connaissaient pas ont tous 2 mangé des huîtres du bassin d'Arcachon. Est-ce la cause de leur mort? L'enquête ne permet pas pour l'instant de le déterminer. Dans le doute, l'alerte a été déclenchée sur toute la Gironde.
désormais, nous sommes dans une situation d'alerte et la DAS de la Gironde a même communiqué aux médecins généralistes, médecins spécialistes, donc en leur cabinet, tous les éléments pour les mettre en alerte par rapport à un cas similaire. Ce que je peux dire, c'est qu'à ce jour, nous n'avons aucune situation qui nous ait été décrite en ce sens. En cette période de crise, les ostréiculteurs continuent tout de même de travailler. Ils trient les huîtres et les remettent dans les parcs dans l'attente des fêtes de Noël. Mais l'annonce des 2 décès et la prolongation de l'interdiction des ventes ont entamé leur morale. Là, les gens vont, avant d'acheter des huîtres, ça va être dur. Hein. Là, j'espère que ça n'a pas de rapport, mais si ça en a un, là, ça va être l'hécatombe. À la sortie de leur assemblée générale aujourd'hui, les ostréiculteurs ont exprimé leur colère. On n'a rien à dire. Et la priorité des priorités, d'après ce qu'on a pu me dire, c'est qu'on ait les résultats des autopsies des 2 personnes décédées. Pour nous, c'est fondamental qu'on soit lavé de ce soupçon. Pour faire face à d'éventuels incidents, les autorités ont mobilisé cette vedette de la gendarmerie maritime et des CRS devant les lieux sensibles comme la sous-préfecture d'Arcachon. Le syndicat des ostréiculteurs renouvelle régulièrement ses appels au calme. Dans le nord de la France, c'est la légionellose qui refait parler d'elle. L'infection a fait 1 mort en plein Paris. Plusieurs autres personnes ont été contaminées aux abords de la gare d'Austerlitz. 2 tours aéro-réfrigérantes seraient en cause. Sophie Mézel, Sylvain Daubat. Quand il arrive ce week-end à l'hôpital, ce patient est mal en point. Il a de grosses difficultés pour respirer et sa température culmine à 41 degrés. Rapidement, le diagnostic tombe. Il est atteint de légionellose. Il y a moins de douleur dans la poitrine aujourd'hui. Beaucoup moins, même quand je tousse. Si le malade n'est pas à l'isolement, c'est qu'il n'est pas contagieux. Il n'y a pas de cas de transmission entre hommes. Hein. On peut sans se toucher, on peut respirer à côté de quelqu'un qui tousse et que la légionellose sans attraper la maladie. La légionellose touche plus particulièrement les hommes, âgés, malades ou affaiblis. Je pense que c'est aussi un état de fatigue qui a fait que peut-être que j'étais plus réceptif à la légionnelle. C'est dans ce quartier où il travaille qu'il a été en contact avec la bactérie au mois d'août, tout comme les 14 autres personnes touchées. Le quartier de la gare d'Austerlitz, délimité sur cette carte. Un homme de 55 ans est décédé, 4 autres personnes sont toujours hospitalisées. La bactérie, partout présente dans l'environnement, se développe surtout dans les circuits d'eau fermée, entre 25 et 45 degrés. Elle se transmet ensuite par voie respiratoire. De l'eau contaminée par la légionnelle aurait été diffusée en aérosol dans l'atmosphère depuis au moins 2 tours autoréfrigérantes du quartier. Mais 20 sites suspects sont encore aujourd'hui en cours d'analyse. Et puis on a appris en fin d'après-midi que une infection de légionellose, avait également fait une victime dans le département de l'Aisne. Il s'agit d'un homme de 56 ans. Il avait été admis à l'hôpital pour un très gros rhume. 4 autres personnes sont également hospitalisées, cette fois dans le département de la Marne, à l'hôpital de Reims. Une histoire banale qui tourne au drame. Un enfant de 3 ans qui avait avalé une petite pile au lithium est mort 3 semaines plus tard à Metz. La pile aurait perforé l'œsophage. Le garçonnet avait pourtant été suivi et hospitalisé, mais rien n'avait été décelé. Christine Boss, Virgile Liado. Une mère inconsolable qui se raccroche aux dernières images du bonheur. Éric aurait dû bientôt fêter ses 4 ans. Il est mort fin août après avoir ingéré accidentellement une pile au lithium comme celle-ci. Le 9 août, l'enfant a des douleurs abdominales, vomi. Au centre hospitalier de Metz, une radio révèle la présence d'un corps étranger dans le côlon. Le lendemain, la mère découvre une pile dans les selles de l'enfant, un élément apparemment négligé par le médecin lors d'une visite de contrôle 4 jours plus tard, alors que l'enfant se plaint de brûlure à l'œsophage. On la présente à un médecin, qu'on connaît les effets que cela peut avoir, qu'on donne les symptômes, qu'il peut se rendre compte effectivement des symptômes qu'il y a, et qu'il n'y ait aucune réaction du corps médical, et qu'il y ait surtout ce geste qu'on remette la pile en lui disant écoutez, vous le garderez comme souvenir. Car ingérer une pile bouton n'est pas anodin. Il suffit d'une simple recherche sur Internet pour connaître les dangers. Brûlures, vomissements, douleurs abdominales et, dans certains cas très rares, la perforation de l'œsophage. C'est probablement ce qui est arrivé au petit garçon qui est mort fin août en vomissant des caillots de sang. Pour autant, la direction de l'hôpital réfute l'erreur médicale. Il est quasiment, par contre, assuré que devant une situation identique, les équipes médicales réagiraient de la même façon. Donc il n'y a pas eu de faute, à votre sens? Aujourd'hui, nous ne sommes pas qu'il y a eu faute. Y a-t-il eu négligence médicale? C'est la justice qui le déterminera. Une information judiciaire contre X pour homicide involontaire a été ouverte par le procureur de Metz.
À l'étranger, Tony Blair en pleine tempête. Le Premier ministre britannique est confronté à une rébellion au sein de son propre parti et il annonce qu'il va quitter le pouvoir d'ici 1 an. Il n'a pas précisé la date, mais la presse parle du mois de mai. Son ministre des Finances, Gordon Brown, s'affirme déjà comme son successeur. À Londres, Maryse Burgot, Dominique Marotel. Je suis venu avec un ami, dit Tony Blair. Au moins, il m'en reste un, ajoute le Premier ministre britannique. La plaisanterie suscite l'hilarité générale cet après-midi dans cette école du nord de Londres. Mais quelques minutes plus tard, l'humour cède la place à une dure réalité. Le prochain congrès du parti dans 2 semaines sera mon dernier en tant que chef du parti. En promettant d'une voix blanche de quitter le pouvoir dans les 12 mois qui viennent, Tony Blair tente de stopper la tempête médiatique qui secoue son pays. Une crise déclenchée par des membres de son propre camp qui lui demandent purement et simplement de quitter le pouvoir au plus vite. Elle semble donc bien loin, ces images d'un Tony Blair jeune, populaire et donc triomphalement élu en 97. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique a beau soigner par tous les moyens son image, sa cote est au plus bas. Les Anglais lui reprochent entre autres d'être le caniche de George Bush, notamment dans le dossier irakien. Voilà donc pourquoi Gordon Brown, le successeur pressenti de Tony Blair, veut prendre le pouvoir au plus vite pour tenter d'éviter une débâcle aux prochaines législatives. Lâché par son propre camp et malmené par les sondages, Tony Blair est l'illustration parfaite de ce qu'est l'usure du pouvoir. Pendant ce temps, les conservateurs boivent du petit lait dopé par leur jeune et fringant leader, David Cameron. Toujours à l'étranger, dans quelques jours, l'Amérique et le monde vont commémorer les 5 ans des attentats du 11 septembre. On aura l'occasion de revenir sur le choc et la folie meurtrière. Mais 5 ans, c'est aussi l'heure du bilan, car les États-Unis ont engagé une série d'actions militaires contre le terrorisme, vous le savez. Et d'abord en Afghanistan, il s'agissait de trouver Oussama Ben Laden et d'éliminer le régime des talibans qui lui avait offert l'asile. Aujourd'hui, le pays a un gouvernement, un parlement élu, mais rien n'est réglé. Les talibans ont même repris l'offensive dans le sud et l'est du territoire. C'est là-bas qu'un de nos reporters a pu suivre les troupes d'élite américaines. Les hommes ont tous le 11 septembre en mémoire, mais beaucoup sont désabusés. C'est le dossier de cette édition, un document signé Gilles Jacquier. Les armes sont vérifiées avant de prendre la route. Tout doit fonctionner en cas d'embuscade. Ces jeunes soldats partent en mission de ravitaillement dans le sud du pays. Prêt à prendre la route? Prêt à partir. Un sourire de façade pour leur première mission de guerre. Celui-là n'avait que 15 ans le 11 septembre 2001. J'étais au lycée en première ce jour-là. J'étais au milieu de la classe et mon professeur a baissé le son de la télévision. Il nous a annoncé d'une voix grave que quelque chose de terrible venait d'arriver. Moi, je ne savais pas quoi penser, j'étais un gamin à l'époque. Si je peux empêcher les talibans d'agir, ou empêcher un de ces fous de rentrer par exemple avec une bombe dans une école américaine, alors oui, je dois me battre. Et ça doit être la résolution de chaque Américain. Le convoi américain est arrêté par des soldats afghans pour les prévenir d'une embuscade d'Al-Qaïda. Les militaires sont censés collaborer. Et pourtant... Hé, regarde par ta putain de fenêtre, il y a une de ces dégaines. Ça n'a pas l'air d'être un gentil, on dirait un tireur fou. Ça pourrait être n'importe qui. À la nuit tombée, ces jeunes soldats retrouvent la 10e division de montagne sur le champ de bataille. Un rapport nous dirait que des talibans se cachent là-haut. C'est le moment d'intervenir. À 2500 mètres d'altitude, 50 talibans sont repérés. Pour les déloger, l'artillerie pilonne leur position. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, ils se battent depuis des milliers d'années juste pour la religion. Alors c'est pas prêt de changer. Voilà 5 ans que les Américains jouent au chat et à la souris avec les insurgés. Et la résistance s'accentue. Pour le capitaine Tupper, c'est un constat d'échec. Lui ne croit plus à la traque de Ben Laden. Je pense que Ben Laden, c'est de l'histoire ancienne. C'est plus vraiment le problème. Son influence est aujourd'hui très limitée.
C'est un symbole, plus qu'autre chose. Pour se donner plus de chance, l'armée américaine travaille aux côtés des Afghans. Le capitaine Tupper dirige cette unité. Il décide alors de rentrer pour la première fois dans ce village. Et les haut-parleurs demandent aux habitants de sortir. Les chasseurs sont appelés pour impressionner les villageois. L'accueil semble chaleureux. Mais méfiant, le chef du village s'adresse à l'interprète. Et toi, tu vas pas nous causer de problème ici, d'accord? Le capitaine tente alors d'expliquer l'opération de la veille. On est venu hier soir et on a trouvé une quinzaine de talibans là-haut. On a bombardé leur camp et ils se sont enfuis. Ah bon? Bravo, bravo, c'est bien. Nous sommes sûrs que de l'autre côté de la montagne, le village est complice avec les talibans. Et si parce qu'on vous parle, ils décident de nous attaquer un soir, que faisons-nous sans armes et sans défense? Vous avez parlé au maire ou aux députés du coin pour essayer d'avoir une milice ou quelque chose comme ça pour vous défendre? Un capitaine qui propose des armes. Des Afghans qui accusent les voisins. 5 ans après l'intervention américaine, l'Afghanistan s'enfonce dans la guerre. Mais pour Tupper, la promesse du président Bush d'attraper Ben Laden mort ou vif n'a plus de sens. Ça, ce sont les mots du président. Moi, je ne suis pas le président. J'aurais sans doute choisi d'autres mots et agi différemment. Mais que voulez-vous? Je suis un soldat, je suis les ordres. Tu ne te plains pas, tu es aux ordres même si tu n'es pas d'accord. Ces 6 derniers mois, la coalition revendique le chiffre de 2000 insurgés tués à travers le pays. Mais aujourd'hui, beaucoup de soldats doutent de leur mission. Et l'effort militaire coûte 10 fois plus cher que l'aide au développement apportée à l'Afghanistan. Il faut savoir qu'à partir du mois de février, l'OTAN seule aura la responsabilité de la sécurité en Afghanistan. Quant à George Bush, il a choisi cette semaine anniversaire pour reconnaître que les prisons fantômes de la CIA existaient bien et que des détenus y avaient été interrogés. Ces prisons discrètes, secrètes même, c'était un secret de polichinelle en fait, mais c'est la première fois que le président américain en parle. Il indique que tous les suspects, notamment des responsables de haut niveau d'Al-Qaïda, seront transférés de ces prisons vers Guantanamo. Au Liban, c'est l'image du jour après la levée du blocus aérien israélien en fin d'après-midi. Le premier vol commercial direct vers Beyrouth a atterri sur l'aéroport. Un avion de la compagnie libanaise et vous le voyez, le drapeau libanais a été agité pour l'occasion. On a assisté à des effusions de joie dans l'aérogare. La levée de ce blocus, qui ne concerne pas encore les ports, va faciliter bien sûr les efforts de reconstruction. Sur place au Liban, envoyés spéciaux Jacques Cardoz, Abdel Zouyech. Premier tour d'hélice, premier tour de piste et premier vol. La reprise du trafic aérien dans le ciel du Liban est une réalité depuis ce soir 18 h. L'aéroport de Beyrouth avait été bombardé au premier jour de guerre il y a 8 semaines. Aujourd'hui encore, l'une des pistes était en réfection. Il y a une forte demande des Libanais de l'étranger pour revenir, soit pour travailler, soit pour aider à la reconstruction du pays. Un premier vol d'Air France est attendu pour demain, 14 h, et toutes les compagnies européennes ont l'intention de reprendre leur rotation avec Beyrouth dans les prochains jours. Le trafic maritime va lui aussi reprendre, mais il reste sous la surveillance des bâtiments français dans le cadre de leur mission. Sur le port de Tyr, dans le sud, les pêcheurs reprennent leur activité, mais dans l'inquiétude. Moi, je ne crois pas à la levée du blocus. Qui me dit qu'ils ne vont pas me tirer dessus dans les eaux interdites d'accès? Car les pêcheurs n'ont pas le droit de s'éloigner à plus de 5 km des côtes, une mesure destinée à prévenir d'éventuels trafics d'armes par la mer. Mais la fin du blocus a généralement été vécue comme un soulagement, car le Liban vit essentiellement grâce à l'import et les stocks commençaient à manquer. Ce blocus, c'était trop d'injustice pour les musulmans comme pour les chrétiens. Et personne n'a rien dit. Tous les Occidentaux l'ont soutenu, les États-Unis en tête. La levée du blocus, c'est évidemment un pas de plus vers le retour à la normale, même si le chemin est encore long, notamment pour les villes dévastées du sud du pays. Un dernier mot à l'étranger, le choc en Belgique où 17 personnes des milieux néo-nazis, parmi lesquelles des militaires, ont été arrêtées alors qu'elles préparaient, semble-t-il, des attentats. C'est en tout cas ce que pense la police. Des armes et des explosifs ont été saisis. En France, on s'y attendait. Le débat sur la privatisation de Gaz de France, conséquence de la fusion avec Suez, a commencé à l'Assemblée dans un climat de guérilla parlementaire, bataille d'amendements et suspension de séance. Alexandre Carra, Lionel Langlade.
On ne va pas s'énerver. Jean-Louis Debré entouré par des kilos de papier symbolisant les amendements. Voilà une mise en scène que l'opposition n'a pas appréciée. Si j'avais demandé à être photographié dans l'hémicycle avant avec les amendements du groupe socialiste, je pense que vous n'en aurez pas eu l'autorisation. Si vous me l'aviez demandé, j'aurais très volontiers fait une photo de vous avec vos 43 750 amendements. Amendements par dizaines de milliers, bataille de procédure, interruption de séance, on est encore loin du débat de fond. Voilà que le débat va être supprimé par des pitreries qui rendent l'examen impossible et qui au fond justifient le gouvernement du passage en force. Mais pour l'instant, le gouvernement se refuse à envisager cette hypothèse. Ce que je veux espérer, c'est que l'opposition aura à cœur de défendre son devoir d'opposition, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du débat, c'est-à-dire jusqu'à un vote, c'est-à-dire jusqu'à une explication devant les Français. Une explication qui a déjà lieu au sein même de l'UMP. Est-ce que c'est le moment pour la France de perdre le contrôle politique de l'entreprise qui achète le gaz? C'est la question que je me pose. Ce sont les fonds de pension américains actionnaires qui détermineront les marges et donc les tarifs. Et il sera trop tard pour pleurer. Après les amendements, le PS réclame désormais la suspension pure et simple des débats. Je prends solennellement la position qui est de reporter le débat parlementaire d'aujourd'hui pour le renvoyer devant les Français à l'occasion de l'élection présidentielle. C'est trop grave, c'est l'avenir du service public. Mais en retardant au maximum l'examen du texte, l'opposition espère bien pousser le gouvernement à la faute, c'est-à-dire à l'utilisation du 49.3. La politique encore avec la campagne à gauche. Dominique Strauss-Kahn s'affiche comme le candidat du concret. En visite à Autun, il a multiplié les propositions économiques et il revendique l'étiquette de social-démocrate. Hélène Hugues, Guillaume Michel. Les 35 heures ont apporté quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez Voir les gars sur le terrain. Alors là, voilà. Pas seulement au MEDEF. Et ici, Dominique Strauss-Kahn est sur son terrain, l'économie. Avec les chefs d'entreprise, les salariés, il cultive son image de présidentiable. Dans la course à l'investiture socialiste, Ségolène Royal semble avoir bien des longueurs d'avance. Aucune attaque frontale pourtant contre la favorite des sondages. Dominique Strauss-Kahn se place sur le terrain des propositions concrètes. Et je ne supporte plus de voir, encore plus depuis cette rentrée, mais ça existait avant l'été, cette sorte de bal des prétendants. Aujourd'hui, il propose par exemple de taxer les entreprises qui délocalisent et il est prêt à en débattre à la télévision avec ses rivaux et rivales socialistes. Je dis que j'étais prêt à tous les débats. Le seul problème du débat, c'est qu'il faut être au moins deux. Et pour ceux qui imaginent qu'il s'effacera au profit de Lionel Jospin ou qu'il fera alliance avec Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn n'a qu'une réponse, il ira jusqu'au bout. La justice sanctionne des militants anti-ours. Vous vous souvenez sans doute qu'en avril dernier, la mairie du village d'Arbas avait été caillassée, souillée de sang, il y avait eu des dégâts. Une manifestation contre la réintroduction des animaux avait dégénéré. Eh bien, 10 personnes ont été condamnées aujourd'hui à des peines de 1 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Saint-Gaudens. Ils devront également payer 3 800 € de dommages et intérêts. Le débat divise en tout cas toute la région et même les familles. Voici l'exemple d'un couple d'éleveurs de brebis dans l'Ariège. Elle est pour, lui est contre. Reportage Muriel Lassaga. Ils se sont rencontrés dans une école de bergers. Aujourd'hui, Catherine et Arsène élèvent leurs brebis en Ariège, dans ces montagnes désormais très fréquentées par l'ours. J'ai vu des traces à proximité donc de ces bosquets. Donc la réalité là, quoi. Donc il est là aujourd'hui. Un ours qui s'invite sur leur terre et fait débat au sein du couple. D'autant plus que Catherine est pour la réintroduction, Arsène s'y oppose. Actuellement, le pastoralisme est en train de crever et c'est vrai que l'ours met une couche de plus, mais c'est pas en tuant l'ours qu'on va résoudre le problème. Donc c'est se tromper de débat et quitte à se mobiliser, autant se mobiliser pour le pastoralisme et pas contre l'ours. Un discours sans langue de bois qui lui a valu des insultes et 4 pneus crevés. Arsène, lui, est plus modéré, malgré davantage de contraintes liées à l'ours. Alors, il protège le troupeau. Des clôtures électriques et surtout des chiens patous, capables d'affronter celui qu'Arsène appelle le prédateur. Malgré son image de bel animal, pour moi, il croque mes brebis, quoi. Donc dans ce cas, vu qu'au départ, tout ce qu'on dispose aujourd'hui, c'est des chiens de protection et des parcs de nuit,
je pense que ces deux moyens, il faut les utiliser à bon escient. Arsène ne veut pas la peau de l'ours. Son seul souci, parvenir à vivre de son exploitation, ce qui devient de plus en plus difficile pour lui, comme pour d'autres. On sent des bergers quand même oppressés par cette présence. Pour moi, il n'est pas question d'éliminer tout ce qui me dérange. Une chose est sûre, l'ours n'a pas encore semé la zizanie dans ce couple. De toute façon, l'hibernation approche, une trêve hivernale pour les éleveurs, peut-être enfin le temps du dialogue. Voilà, reportage Muriel Lassaga et Olivier Combes. Football, il y avait tout hier soir. Le score 3-1, la manière et l'ambiance. C'est une équipe de France très convaincante qui a battu les Italiens, champions du monde tout de même. Invité ce soir, Lilian Thuram. Merci d'être avec nous, Lilian Thuram, en direct de Barcelone. C'est votre nouveau club. D'abord, les images d'hier soir. Elles sont commentées par Manuel Tissier et Hervé Pozzo. Une joie simple, comme le sentiment du devoir accompli. Les Bleus n'ont brandi aucune coupe hier soir, juste une victoire face aux champions du monde italiens au terme d'une soirée 5 étoiles. C'était très bien, 80 000 personnes, c'était vraiment un régal, un plaisir, il y a eu des buts, on prend les 3 points, c'était vraiment une très belle soirée. En 20 minutes, les Bleus ont chassé les fantômes du 9 juillet et assommé des Italiens en blanc. D'abord un but de Sidney Govou après 69 secondes de jeu. Le Lyonnais, réserviste dans son club, crève l'écran en sélection. Un quart d'heure plus tard, l'Italien Buffon, considéré comme le meilleur gardien de la planète, encaisse un second but. C'est le 37e de Thierry Henry en bleu, pas le plus beau, mais il vaut cher. Car l'Italie réduit le score. Sur coup de pied arrêté, comme en finale du mondial, Gilardino trompe Coupet. L'ex-remplaçant dépressif de Barthez est devenu numéro 1 euphorique et presque infranchissable. En seconde période, la domination française se concrétise encore. Sur un centre de Sagnol, Govou devance Cannavaro, 3 buts à 1. Les Italiens n'ont pas perdu leur titre, mais un peu de leur superbe. Disperato, sono disperato. La prossima volta. De toute façon, on se met en finale de l'Euro, donc ça va. C'est encore un peu loin. La finale aura lieu le 29 juin 2008 en Autriche. Mais dans la course à la qualification, l'Italie a déjà 5 points de retard sur la France. Et les Bleus joueront la première place de leur groupe dans un mois en Écosse. Alors, Lilian Thuram, voilà, j'espère que vous nous entendez bien. On se souvient de vos larmes le soir de la finale, après la défaite. Alors, tout le monde refuse de parler de revanche, mais est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu de ça quand même après ce si beau match? C'est vrai qu'avant le match, le mot revanche ne revenait pas. Mais je dois dire, vu l'ambiance dans les vestiaires après, je dirais que tout le monde avait en tête quelque part la finale du 9 juillet. C'était quoi l'ambiance dans les vestiaires? C'était comment? Pour ma part, j'ai remercié les joueurs de m'avoir permis de gagner contre l'Italie, d'avoir aussi bien joué. Parce que je crois que ce qu'il faut retenir, c'est la manière. La manière a été vraiment extraordinaire. On a vraiment très bien joué. Et je crois qu'il n'y a rien à dire sur les résultats. On a amplement mérité notre victoire. Vous serez encore là, Lilian Thuram, en 2008 pour l'Euro et pour cette finale dont on parlait, si elle a lieu? Écoutez, déjà, j'espère que l'équipe de France va se qualifier pour le championnat d'Europe. Oui, mais déjà, l'important, c'est qu'elle se qualifie. Et j'espère que je serai encore à la hauteur d'ici là. Parce que c'est pas dit. Bon, mais vous êtes partant. Alors, il y a autre chose qui a beaucoup fait parler Lilian Thuram, c'est votre initiative d'inviter 70 sans-papiers qui sont dans le gymnase de Cachan en ce moment et qui ont pu assister au match. Alors, ça a beaucoup fait parler. Il y a eu aussi de sévères critiques à droite. Qu'en pensez-vous? Écoutez, malheureusement, c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien parce qu'au départ, j'avais invité ces gens dans l'incognito, tout d'abord. Malheureusement, il faut croire que ça s'est buté, donc je dirais toute la presse l'a su, malheureusement. Et il faut savoir aussi que ça fait très longtemps que je suis en équipe de France. Et quand nous avons la chance de jouer à Paris, j'ai l'habitude d'inviter pas mal de personnes. Par exemple, lors du match contre l'Italie, j'avais pris aussi 80 places pour un autre groupe de personnes. Donc ça me semble assez bizarre toute cette histoire. Mais là, vous avez conscience quand même que ça a une portée particulière, un peu politique même, au sens large du terme, dans le contexte.
Ben écoutez, moi je dois avouer que j'ai invité simplement un groupe de personnes à passer 1h30 de bonheur, parce que je sais qu'ils traversent des moments difficiles. Pour moi ça s'arrête là. Après, bon, si on veut tirer des conclusions, moi je sais exactement pourquoi je l'ai fait. C'est simplement pour qu'il y ait des enfants, des parents qui emmènent un peu de bonheur dans leur vie. C'est pas un soutien que vous leur apportez ? Mais c'est un soutien moral. C'est simplement, vous savez, je crois que j'ai appris, dû à mon éducation, que si vous pouvez tendre la main à certaines personnes, il faut le faire. Et tout simplement, comme je vous ai dit, à aucun moment j'ai voulu que ça se sache. Oui. Et simplement, je les ai invités, voilà, tout simplement. Vous savez ce qu'a dit Philippe de Villiers ? D'ailleurs, il a dit... non. C'est toujours curieux de voir, je le cite, hein, des milliardaires donner des leçons à la société. Mais quelles leçons j'ai données à la société ? Et il n'est pas là pour vous répondre, hein. Je vous livre simplement son commentaire. Non, mais en fait, moi je ne veux donner de leçons à personne. Je dirais que j'ai la chance de pouvoir, comme il dit, d'avoir un peu d'argent pour acheter des billets et les offrir à des personnes, comme je l'ai fait lors de ce match-là et comme je l'ai fait les matchs auparavant. Je dirais que, et je le ferai aussi les prochains matchs de l'équipe de France, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que l'équipe de France joue, j'achète des billets pour des personnes pour qu'ils puissent avoir un peu de bonheur, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de venir au Stade de France. Oui. Et nous savons très bien que le football remplit de joie notamment les enfants. Donc j'essaie de leur faire partager ce moment de joie. Et je dirais que je pense qu'ils ont été très heureux parce que le match a été fantastique. Voilà, et puis ça s'arrête là. Toute dernière chose, cette suite de carrière au Barça, comment elle s'annonce ? Ben écoutez, je suis très heureux d'être à Barcelone. Une belle ville. Je dois avouer que oui, c'est une très belle ville, c'est un très grand club. Et j'espère que j'aurai l'opportunité de faire quelques matchs, parce que pour l'instant, je n'ai pas joué. Donc j'espère que dans les jours à venir, je pourrai fouler la pelouse en championnat ou en Champions League avec le Barcelone. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci Lilian Thuram d'avoir échappé un instant à l'entraînement pour venir nous répondre. C'est moi, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Encore un mot de sport. Sachez que Marion Jones a été blanchie par une contre-expertise. La sprinteuse américaine avait été contrôlée positive à l'EPO, c'était en août dernier. Les procédures disciplinaires sont donc annulées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50, le retour d'envoyé spécial avec notamment un grand portrait de Lilian Thuram. Et puis une enquête sur Natacha Kampusch, on en parlait en début de ce journal, et sa première apparition publique envoyée spéciale avec Françoise Joly et Guylaine Chenu. Très bonne soirée.